Ravie de vous rencontrer sur Zoom. Merci d'abord, Jérémy, de m'avoir invité. Je suis vraiment ravie de cette opportunité de m'exprimer peut-être difficilement en français, mais je suis bien française du Sud. Bonjour Toulouse, je suis tarnaise, mais cela fait plus de 25 ans que je suis partie aux États-Unis, en Californie. J'habite actuellement du côté de Los Angeles. Et donc, tout ce que j'ai appris au niveau de la méthode régénérative, au niveau de la pensée systémique, je l'ai appris aux États-Unis après avoir fait mes études d'architecture. Et donc, c'est vrai que c'est souvent un peu difficile de pouvoir m'exprimer au niveau du travail en français. Vous verrez, le langage est très important dans mon travail. Les mots ont une signification très, très importante et donc la traduction est souvent très, très difficile. Et Jérémy m'a un peu aidé à améliorer les traductions pour sonner juste, mais ce n'est pas facile parce qu'il y a toujours un peu de perte. Et d'ailleurs, des fois, je mettrai le mot en anglais pour vous donner peut-être une idée de comparaison s'il y a quelque chose qui ne passe pas bien. Juste quelques mots. Très peu de mon parcours, mais donc j'ai fait des études d'architecture à Genève, en Suisse, mais j'ai très peu pratiqué l'architecture. Lorsque je suis arrivée, je voulais vivre aux États-Unis. Je suis arrivée aux États-Unis et j'ai repris des études pour enfin faire un doctorat qui c'est basé sur la compréhension des principes des systèmes vivants et comment les appliquer pour faciliter la transition, la transformation et le changement. Et puis, quelques années plus tard, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Regenesis ou Regenesis Group, qui ça fait à peu près 30 ans qu'ils travaillent sur la méthode régénérative, donc ils sont vraiment les précurseurs de la méthode régénérative aux États-Unis. Et donc j'ai commencé à travailler avec eux et je suis toujours très, très proche d'eux. Aux États-Unis, j'ai aussi travaillé dans une très, très grande entreprise d'engineering. Donc, j'ai un background de business. Et mon travail à moi, c'est vraiment d'accompagner les organisations dans la transformation et dans la démarche régénérative. Donc voilà, je vais lancer ma PowerPoint et puis on va commencer tout de suite. Donc comme Jérémy a dit, je voudrais que ce soit pas une présentation, mais que ce soit de l'interactif. Le plus possible. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter et je ferai aussi quelques pauses. Juste un mot sur ce titre, Réveillons-nous. Pourquoi c'est important? Vous l'avez déjà dit, hein, il est important de développer, de prendre conscience de notre situation actuelle. Et pour faire évoluer les choses, pour faire évoluer notre société, nous ne pouvons pas rester sur des notions ancestrales, acquises, qui sont de nos jours obsolètes, qui n'ont plus de raison d'être. Donc, il faut développer notre discernement et se réveiller. Magritte a dit « Ceci n'est pas une pipe ». Et c'est un clin d'œil. Moi, je vous dis aujourd'hui, ceci n'est pas une session d'information ou au moins de transfert d'information. Parce que le transfert d'information, c'est encore une approche passive. C'est-à-dire que vous êtes tranquillement chez vous en train de m'écouter, vous prenez des notes. Au contraire, aujourd'hui, je voudrais vous faire travailler, je voudrais vous faire réfléchir. Et aussi, je dis toujours aux personnes avec qui je travaille, n'acceptez jamais ce que je vous dis sans l'avoir testé par votre propre expérience. Mais aussi, ne rejetez jamais ce que je vous dis sans l'avoir aussi testé par votre propre expérience.
Donc, bien sûr, ça prend un peu de temps de faire des tests. Donc, ça demande de suspendre son jugement aujourd'hui dans cette session, mais aussi un peu plus tard pour continuer à explorer et pour voir si ce que je vais partager avec vous a du sens pour vous et pour votre travail. Mon intention n'est pas non plus de présenter de nouvelles stratégies, de tactiques ou des méthodes. Et ça, ce serait complètement inutile. Et pourquoi? Si vous avez des enfants, vous savez bien que l'approche que vous utilisez avec l'un pour l'engager dans la vie, pour le développer, n'est pas forcément valable pour le deuxième ou le troisième. Et pourquoi? Bien sûr, parce que chaque système vivant est unique et par conséquent, une solution qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Je veux dire un mot sur la notion de système vivant. Jérémie a déjà beaucoup parlé du vivant et vous allez en entendre beaucoup parler. Qu'est-ce que j'inclus dans le système vivant? Bien sûr, nous, les humains, mais pas forcément uniquement les humains, aussi la nature, l'écologie, mais aussi les organisations, l'économie, les sociétés, donc le domaine social aussi. Et donc pour moi, le système vivant englobe beaucoup plus que la nature ou que l'humain. Il inclut aussi le social, les organisations et l'économique. Donc, comme tous sont uniques, quand il s'agit de trouver des solutions à des situations complexes, les recettes ou les bonnes idées sont à bannir. Donc ça, je vous demande vraiment d'y réfléchir parce que c'est très important, parce qu'on entend beaucoup parler aux États-Unis de best practice, d'utiliser ce qui a marché quelque part, essayons de l'utiliser dans d'autres domaines pour voir si ça marche. Et là, je vous demande vraiment de faire très attention à cette démarche. Les changements de climat, l'environnement, les crises sociales, politiques, tous les problèmes de notre société aujourd'hui, ce ne sont pas des problèmes à résoudre. Il n'y a pas de problème à résoudre. Et d'ailleurs, ils ne sont pas résolvables. Le vrai problème pour l'humanité est un problème de conscience. Et donc, mon travail, je travaille sur la conscience. Bien sûr, j'engage des organisations dans leur travail, mais en fait, mon travail vraiment, c'est de développer la conscience. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses, mais au départ, ça veut dire de développer des capacités de discernement, parce que sans discernement, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas évoluer notre conscience. La conscience a des niveaux d'ordre plus ou moins haut. Et donc, pour atteindre des niveaux de conscience d'ordre supérieur, d'abord, pouvoir discerner. Et puis, quand on s'engage dans une méthode régénérative, bien sûr, il faut comprendre les principes des systèmes vivants. Ceci dans un but, non d'essayer de résoudre leurs problèmes, mais de participer à leur développement et l'évolution. La méthode régénérative est une méthode de développement et d'évolution. Et ceci au niveau de la conscience, ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a des grands hommes comme Carl Jung et Albert Einstein qui l'ont dit bien avant moi. Les problèmes ne peuvent pas être résolus, mais seulement dépassés ou dissous. Quand vous montez en conscience, ce que vous pensiez auparavant être des problèmes, en fait, se dissolvent parce que vous les regardez d'une façon différente et votre approche est complètement différente. Cet outil a été développé ce schéma plutôt, a été développé par mon mentor, Carol Sanford. J'ai travaillé depuis plus de 10 ans avec Carol et c'est aussi l'une des fondatrices de la méthode régénérative aux États-Unis, la méthode que je pratique. Carol est concentrée sur le régénératif business, donc sur les organisations. Notre société est très basée sur l'action. Et quand nos actions n'ont pas les effets que l'on espérait, on travaille plus fort. On applique plus d'efforts pour avoir plus d'actions. Et lorsque
ça ne marche pas, lorsque la performance ou ce que l'on espérait ne fonctionne toujours pas, alors on se dit, ouais, peut-être que j'ai oublié certains sujets, j'ai pas pensé à tout. Alors on rajoute des sujets. Mais très rarement, malheureusement, on fait une réflexion sur quelle est la source de notre pensée sur laquelle nous nous basons pour prendre des décisions et bien sûr agir. Et ça, c'est encore une fois dans le domaine du discernement et de la conscience. Il faut réfléchir à d'où viennent nos pensées. Est-ce que ce sont des pensées empruntées ou est-ce que nous avons vraiment réfléchi au sujet, au problème, à la situation, avec des outils adaptés à la situation? Donc, le pouvoir pour la transformation et le changement, pour la transition, pour moi, il est en amont, il est au niveau de la conscience. Donc, aujourd'hui, je vous invite à tourner votre attention sur vous-même et à vous observer au travers de 2 outils systémiques pour que vous puissiez mieux comprendre, mieux prendre conscience de ce qui limite votre mode de pensée et vos comportements. Et le premier outil que je vais vous offrir est un outil de management de soi. Parce que le développement de conscience, il commence bien sûr par soi-même. Donc cet outil s'appelle le mode de comportement et il dit qu'en général, dans la vie, il y a 3 comportements majeurs, disons. Le premier, c'est le comportement réactif, ensuite égocentrique ou alors conscient ou aussi intentionnel. Donc, qu'est-ce que le comportement réactif? Vous voyez les flèches qui viennent de l'extérieur, c'est lorsque dans mon environnement, il y a quelque chose qui se passe et ça vient me déranger. Ça dérange mon confort, mon état actuel et donc mon désir de maintenir ma situation, maintenir mon identité personnelle, mes attachements, me donne cette réaction. Je réagis à la situation parce que je n'aime pas ce qui se passe autour de moi. Le mode de comportement égocentrique vient du fait qu'en tant qu'humain, nous voulons nous projeter. Et bien sûr, il y a quelque chose de très positif. Nous voulons être créatifs. Nous voulons nous projeter. Nous voulons faire changer les choses. Le problème, c'est lorsque ce comportement se fait au détriment des autres. Lorsque ce n'est que ma pensée, ma solution, mon approche qui compte, ou mon confort à moi, et pas celui des autres. Donc, le comportement égocentrique vient du fait que nous essayons d'influencer, d'accroître notre propre estime, mais aussi notre créativité. Donc, pas toujours négatif, mais le problème, c'est lorsque ça se passe, ça se passe au détriment des autres. Le troisième comportement est conscient. Et celui-là, c'est un comportement qui est basé sur la pensée systémique, qui regarde le système dans toute sa complexité. Je vous ai fait des systèmes imbriqués, j'en parlerai plus tard. C'est très, très important dans mon travail de comprendre les systèmes vivants sont des systèmes qui sont imbriqués, comme la façon dont notre corps, nos cellules font partie de nos organes, qui font partie de certains systèmes, qui font partie de l'être, et nous sommes dans une famille, dans une société, etc. Cette notion est très importante parce que les systèmes qui sont à l'intérieur, si vous voulez, sont au service ou doivent être au service de l'accomplissement, de la réalisation du potentiel des systèmes supérieurs. Et donc, le comportement conscient, c'est donc d'analyser les situations de cette façon-là et d'essayer de garantir l'intégrité et l'amélioration de l'état de l'ensemble ou du tout, ce qu'ils appellent the whole en anglais, le tout, ainsi que des éléments. Donc, de ne pas fragmenter, mais de percevoir et de travailler sur le tout.
Donc, je voudrais vous engager dans un petit exercice pour faire une réflexion personnelle. Je voudrais que vous vous rappeliez une situation récente, difficile, qui ne s'est pas bien passée. Ça peut être un entretien avec quelqu'un, ça peut être dans votre famille, ça peut être au travail, peu importe le contexte. Mais c'est une situation qui ne s'est pas vraiment bien passée. On en a tous, et malheureusement. Et peut-être c'était une situation dans laquelle vous devriez prendre une décision importante avec quelqu'un, mais ça ne s'est vraiment pas bien passé. Et donc, pour cette situation récente dont vous vous rappelez, la première étape, c'est une analyse personnelle. C'est de regarder quel a été mon comportement pendant cette situation. Que se passait-il à l'intérieur de moi? Est-ce que j'étais réactif, égocentrique ou conscient? Et ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on s'est évalué, si vous voulez, c'est d'aller un peu plus loin et de chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et dans les comportements, comme j'ai essayé d'expliquer, ces comportements essaient de préserver quelque chose. La méthode, le comportement réactif essaie de préserver son confort, ses notions personnelles, ses conditions actuelles. Égocentrique, c'est de conserver nos idées, notre propre estime. Donc, qu'essayez-vous de préserver dans votre comportement, au travers de votre comportement? Je vous laisse quelques minutes maintenant pour peut-être prendre quelques notes et réfléchir à ce qui se passait à l'intérieur de vous. Il est aussi important de réaliser, de comprendre quelles ont été les conséquences de notre comportement dans les systèmes qui nous entourent et sur la qualité des décisions prises. Quels ont été l'effet de notre comportement sur nous-mêmes, sur les personnes avec qui on était engagé, ou alors sur le système plus large, le système humain, l'organisation, le team, la communauté, la famille. Quelles ont été les conséquences de notre comportement sur tous ces systèmes imbriqués? Et bien sûr, quand on s'engage dans une démarche comme ça, on ne veut pas en rester là. On veut progresser. Et donc, avec le recul, on peut maintenant réfléchir à qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour être peut-être plus conscient, plus intentionnel, pour faire plus attention au système et à ce qu'il leur fallait pour aussi évoluer eux-mêmes. Chercher la meilleure solution pour tous les systèmes, pour le tout. Cette dernière question est en fait assez difficile à répondre parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et au cours de ma présentation, je vous donnerai des principes des systèmes vivants qui pourront vous aider aussi à répondre à cette question. Mais pour l'instant, vous pouvez peut-être noter quelques idées qui vous viennent en tête de ce que vous auriez pu faire différemment. Et puis aussi, si vous avez l'opportunité, si cette situation est en cours,
il y a peut-être l'opportunité de vous réengager dans cette situation d'une façon différente. Donc, quelle va être votre attitude, votre démarche pour vous réengager différemment? Une question de réflexion maintenant pour vous, c'est quel est l'effet d'une réflexion comme ça sur vous-même et quelle est la valeur ou l'importance d'un outil comme celui-ci ou d'une réflexion comme celle-ci? Si vous voulez ouvrir votre micro et partager quelques idées. Alors, Béatrice, je vais me lancer, comme ça va motiver peut-être les autres à prendre la parole, quoique la plupart n'ont pas vraiment besoin d'encouragement. Moi, sur la consigne, j'arrive pas enfin, je fais mal le lien entre avoir conscience des choses et décider ou agir. Pour moi, c'est deux choses. Enfin, prendre conscience des choses, je me dis que c'est un moment de recul, et quand je lis dans la consigne la qualité de la décision prise, j'ai du mal à faire le lien. Voilà. En fait, peut-être que ce que je veux dire, c'est prendre conscience des choses et des interactions. C'est un moment de recul et je vois et la tentation est grande de réagir rapidement. Quand tu prends du recul et que tu regardes la situation dans sa totalité, qu'est-ce que tu as vu de nouveau? Je vois effectivement plein de choses connectées et j'aurais peut-être dû plus me décentrer et être plus dans l'intérêt général. Et Mais est-ce qu'une idée comme ça t'aide à trouver une démarche? Et encore une fois, je répète, je comprends qu'il y a des outils pour répondre à la quatrième question qui sont importants et que je vous ai pas donné tout de suite là, mais quand même, juste une réflexion personnelle, d'ailleurs, de savoir la raison pour laquelle, dans la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on essaie de préserver? Déjà une prise de conscience importante qui permet de lâcher prise. Parce que premièrement, et ensuite, comme tu en parlais, lorsqu'on commence à analyser le tout de la situation et qu'on commence à voir les connexions, déjà, ça nous donne une, une, euh, une idée, une notion différente de comment intervenir. oui, merci. Effectivement, la phrase sur qu'est-ce qu'on essaye de préserver m'aide. Donc, du coup, voilà, je laisse la parole aux autres. Bonjour Jérémy, c'est Stéphane. Vous m'entendez là? Ah, ça y est, on t'entend, Stéphane. Ouais, ça va. Un Salut. plaisir de t'avoir. Ça va être la route du Rhum qui perturbe les communications. Alors, je trouve que là où j'adhère beaucoup à ce que dit Béatrice, alors pour avoir fait ce cheminement, mais plus au travers c'est pour ça que la régénération m'intéresse beaucoup, plus au travers du cheminement éthique qu'au travers de la régénération, mais c'est que finalement, ça permet de développer une forme de métacompétence finalement qui est de systématiquement inscrire les décisions finalement dans ce schéma qui finit par ne plus prendre énormément de temps parce que ça donne un certain nombre de points de repère qu'on est capable finalement assez intuitivement d'identifier. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci, Stéphane. Je vous invite à un moment d'introspection pour faire l'exercice et revenir avec vos remarques, vos sensations, vos questionnements vers Béatrice. Et
Et en fait, à la fin de la session aujourd'hui, on peut revenir là-dessus parce que je pense que je vais vous donner d'autres choses aussi qui vont pouvoir vous aider. Peut-être Cécile, Nadine, je crois que vous voulez prendre la parole, peut-être Bastien. Oui, en fait, Oui. bonsoir. Bonsoir. Je voulais revenir sur la question des valeurs, justement, parce que je trouve que c'est effectivement un indicateur assez important en termes de questionnement, puisque c'est, en tout cas pour moi, le repère, hein, les valeurs, les croyances, les valeurs. Par contre, j'ai une question. Comme on est là dans un cas de décision collective, en fonction de la posture que l'on a dans le collectif, il est important, bien sûr, il est nécessaire, fondamental, important d'être en relation avec ses valeurs, mais on doit aussi tenir compte en fonction de la posture que l'on a. Enfin, on doit toujours tenir compte des valeurs des autres, mais si on est sur une posture, par exemple, de prise de décision plutôt haute, donc par rapport au collectif, et on a, je dirais, une capacité à trancher sur les décisions, par exemple, je pense que l'exercice ne se vit pas de la même manière que si on fait partie d'un collectif. On a une posture un petit peu plus, je dirais, de consultative et pas forcément décisionnelle. Voilà, moi, c'est juste ce point-là. Tout à fait, tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Le contexte varie et bien entendu, notre approche varie selon le contexte, absolument. Mais ce qui est important, c'est de savoir que, vous savez, même si vous n'aviez pas à prendre de décision, mais ça nous arrive tous, tout le temps, même en famille. Votre partenaire arrive le soir et dit quelque chose et tout d'un coup, vous réagissez. Et donc, la réflexion, c'est qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai cette réaction? Je parle de réaction négative, il peut y avoir des réactions positives, bien entendu, mais réaction négative. Donc, tout à fait. Souvent, si je puis me permettre, les réactions négatives, c'est parce qu'on on tient sur le moment où on pense devoir préserver quelque chose, hein, nos valeurs, qu'on est, etc. Moi, en tant que manager, ce qui me différencie beaucoup chez mes clients, c'est l'empathie. C'est-à-dire que j'ai beau devoir prendre de graves décisions chaque jour, je ne fais qu'un avec mes équipes. Voilà. Et je ne me suis jamais au-dessus des personnes que je manage. Voilà. Oui. Et c'est très déstabilisant chez mes clients parce que on est encore dans des systèmes extrêmement hiérarchiques. Oui. Mais force est de constater, après 25 ans d'expérience, que c'est l'empathie, la bienveillance, c'est ces mots qui sont aujourd'hui à la mode, mais que je ne vois pas piquer partout, malheureusement, qui font que les choses réussissent et que les personnes se sentent plus investies et mieux dans leur travail. Absolument. Très, très important. Et cette capacité d'empathie, elle est à la base de tout. Très, très important. Moi, ce qui se passe, c'est que je suis bien consciente que les managers sont pressurés, mais ils oublient souvent que leur succès, ils le doivent aux autres. Et c'est ça que j'essaie d'insuffler justement partout où je passe. C'est vrai? Mais c'est pas très français. Je pense que je vais continuer parce que j'ai encore beaucoup à voir, mais donc, je vous encourage à garder cet outil dans votre esprit pendant cette présentation et à regarder ce qui se passe aussi en vous pendant le temps que je serai avec vous. Et puis, on peut y revenir à la fin. Parce qu'encore une fois, je vais vous donner d'autres outils qui vont peut-être vous aider à répondre à certaines questions. Ce que je voudrais
Ce dont je voudrais parler maintenant, c'est de la notion de paradigme. Alors, je pense que vous savez tous ce que sont les paradigmes. Ce sont nos croyances, nos façons de penser qui vraiment déterminent la façon dont nous voyons le monde, dont nous interprétons notre réalité. Et donc, nos paradigmes influencent à peu près tout, c'est-à-dire la relation que l'on a avec le monde, les règles de jeu de la vie, les comportements qui sont appropriés dans un domaine et pas dans l'autre. Nous savons tout ça, les notions de succès, la compréhension de la manière dont les humains ou systèmes changent ou évoluent. Le problème avec les paradigmes, c'est que très souvent, ils ne sont pas conscients. Et donc, nous agissons sans connaître, vous vous rappelez ce schéma que je vous ai montré, sans vraiment comprendre d'où est la source de nos actions. C'est-à-dire, quel est le paradigme dans lequel, ou la façon de penser qui nous influence. Donc, dans mon travail, mettre ces paradigmes, ouvrir ou éveiller les gens à leur propre paradigme est très important. Et donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous présenter 4 niveaux de paradigme qui ont été définis par ma mentor, Carol Sanford. Ce sont donc des niveaux de paradigme, donc c'est une échelle de paradigme. Et je vais commencer avec donc, une échelle avec un degré d'ordre de conscience différente, du plus bas au plus haut. Et donc, je vais commencer par le paradigme en bas de l'échelle. Et ce paradigme s'appelle le retour de valeur ou de façon plus négative, la valeur extractive. Parce que c'est vraiment un paradigme qui tire le meilleur qui influence à tirer le meilleur parti des gens ou de la planète. Et parfois d'une façon avec une intention bienveillante, c'est pas toujours, tous les gens ne sont pas toujours négatifs avec une intention négative, mais dans leurs actions, dans leurs approches, dans leurs méthodes, en fait, ils renforcent cette idée d'accroître, c'est un retour de valeur dans le sens et de valeur ici, c'est dans le sens de profit, si vous voulez, ou d'accumulation pour soi, hein, pas les valeurs dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est une approche très transactionnelle, c'est du donnant-donnant. Dans un sens, c'est l'approche qui a créé le XXe siècle. Notre société industrielle, notre société extractive de la nature, mais aussi cette approche où gagner est important et il n'y a qu'un seul gagnant et les autres perdent. Tout ça, bien entendu, engendre beaucoup de conséquences. Donc là aussi, je vous invite à réfléchir personnellement sur un moment dans votre vie ou récemment où, sans vraiment en être consciente, vous vous êtes engagé, mais en fait d'une façon plutôt extractive. Et ça peut arriver vraiment dans tous les domaines, le domaine de l'éducation, le domaine de la famille. À chaque fois qu'on est plus intéressé à ce qu'une situation nous apporte pour nous-mêmes et pas par rapport aux autres, nous sommes dans une situation extractive. Et je vous invite aussi à réfléchir aux approches, par exemple, dans les organisations, puisque la plupart d'entre vous travaillent dans les organisations. Quelles sont les méthodes qui sont ancrées dans ce paradigme? Et là aussi, prenez quelques notes. Ce que je vais faire, je vais vous présenter tous les paradigmes et puis ensuite, j'ouvrirai la conversation. Comme ça, vous aurez l'ensemble
et pas juste un fragment. Le deuxième paradigme, ce premier paradigme extractif a créé bien entendu d'énormes problèmes dans notre société. Et donc, tous ces problèmes doivent être résolus. Donc ça, c'est le deuxième paradigme, de résoudre les problèmes. C'est un paradigme qui essaie d'améliorer les situations, la plupart du temps en appliquant des normes, des recettes, des idéaux. C'est un paradigme qui est vraiment ancré dans la croyance des technologies. Les technologies sont reines et vont nous sauver. Et dans un sens, quand on y pense, le développement durable, c'est beaucoup d'approches dans ce domaine-là sont basées sur le fait que si on met du solaire, si on met des éoliennes, si on s'occupe de l'énergie, toutes les technologies, nous avons les technologies pour nous sauver. Donc, c'est vraiment un paradigme qui est basé sur les experts ou l'expertise. Parce que, bien sûr, tous ces problèmes que nous avons, qui sont compris comme des problèmes techniques, il nous faut beaucoup d'experts pour pouvoir les résoudre. Donc, c'est un paradigme qui est basé sur l'expertise, sur la connaissance technique, qui est concentré sur l'action, et qui est souvent aussi basé sur la motivation externe, c'est-à-dire qu'au niveau de l'entreprise, pour influencer les gens à résoudre les problèmes, on crée des motivations mais qui sont externes, qui ne leur viennent pas d'eux-mêmes. Donc là aussi, je vous encourage à réfléchir. Celui-là, je pense qu'on le voit un peu partout, mais d'une façon très personnelle. C'est très important d'appliquer ces réflexions personnellement dans notre vie à nous. Chaque fois que l'on adresse une situation, ça peut être avec vos enfants, d'une façon à résoudre le problème. C'est un problème à résoudre. Mon enfant a des problèmes à l'école, c'est un problème à résoudre. Au travail, même chose. Au niveau de l'économie, mais c'est important vraiment de trouver des exemples concrets dans notre vie. Et comme auparavant, il est aussi important de réfléchir aux implications. Quels sont les effets? Le troisième paradigme, on l'appelait faire le bien, faire progresser. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réalisé, oui, on crée tous ces problèmes, mais peut-être qu'au lieu de les créer et puis de continuer à passer notre temps à les résoudre, peut-être qu'il faudrait quand même créer des choses qui sont meilleures à la base. Donc, c'est aussi un paradigme qui est basé sur le potentiel humain, le sens et la valeur. C'est de dire, oui, mais en fait, les gens ne sont pas des machines, les personnes ne sont pas des machines, ils ont du sens, ils ont de la valeur, ils sont créatifs, et puis ils peuvent changer, ils peuvent évoluer, ils peuvent devenir plus qualifiés. Donc, on cherche à inspirer et on cherche à faire le bien. Ce paradigme est beaucoup dans le domaine des NGO, des OGN. Le challenge avec ce paradigme, c'est que faire le bien ou être bon, qui définit ce qui est bien et qui définit ce qui est bon? Très souvent, ce sont des règles sociales. On accepte les règles sociales, on accepte la définition de ce qui est bon ou de ce qui est bien. Et par conséquent, on trouve des solutions et on les applique
partout. Donc, on applique des approches que j'appelle génériques dans tous les domaines. Parce que elles ont fait le bien dans un domaine, alors elles devraient faire le bien dans un autre domaine. Donc là aussi, ce paradigme est vraiment très, très présent dans notre société. À chaque fois que nous approchons une situation, en réfléchissant à quelle était la situation qui a été similaire dans le passé, qui pourrait me donner une idée de solution pour maintenant prendre des décisions ou agir dans ce contexte. Ou alors, cette recherche de savoir, encore une fois, quelles sont les pratiques, les méthodes qui ont marché pour les autres, voyons, essayons-les pour nous. Ce dernier paradigme, qui est vraiment la façon dont je pratique l'approche régénérative, mais ce paradigme, nous l'avons appelé faire évoluer les capacités. Parce que comme je vous ai dit tout au début, tout système vivant est unique. Qu'il soit humain, social ou écologique ou économique, il est unique, avec un potentiel unique. Et donc, il faut comprendre cette unicité pour pouvoir aider le système à développer ses propres capacités pour se régénérer. Mon collègue Bill Reed de Regenesis dit « Seuls les systèmes vivants se régénèrent. Les machines ne se régénèrent pas. » Donc, toutes nos approches qui sont basées sur des approches mécaniques, ne sont pas applicables au système vivant. Et aussi, que veut-il dire par régénérer? Régénérer, c'est se créer soi-même, se recréer soi-même. C'est-à-dire avoir la capacité et le potentiel de continuer notre propre évolution. Et ça s'applique à tous les systèmes vivants. C'est pourquoi ce paradigme s'appelle « faire évoluer les capacités ». Parce qu'au lieu de résoudre les problèmes, dans ce paradigme-là, on travaille à développer les capacités des systèmes. Parce que en étant absolument certain qu'une fois que les systèmes ont développé leurs capacités, ils sauront d'eux-mêmes résoudre leurs propres problèmes. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'essayer de résoudre les problèmes ici. L'approche régénérative, donc, a pour but de développer les capacités et le potentiel. Le potentiel, bien sûr, ça peut grandir des systèmes vivants afin d'accroître leur vitalité, leur résilience et leur capacité à poursuivre leur propre évolution. En fait, dans ces trois mots, la vitalité, c'est-à-dire plus de vie, c'est la régénération. Mais la résilience, que ça se continue, créer plus de vie et de résilience, peu importe ce qui arrive au cours des temps, c'est-à-dire avoir la capacité de s'adapter, la résilience de changer et de s'adapter aux situations difficiles, bien sûr, afin que nous puissions continuer notre propre évolution. Donc pour moi, ma définition de la méthode régénérative, c'est une définition qui est basée sur le développement des capacités afin d'accroître vitalité, la capacité d'adaptation, la résilience et la capacité d'évolution. Et donc là, je vais vous offrir quelques principes
pour aller un peu plus loin, puis pour vous aider à réfléchir un peu plus sur cette approche, sur ce paradigme. Et encore, je vais une fois de plus utiliser Carol Sanford et les 7 principes des systèmes vivants. Et je vais les mettre en contraste avec les approches mécanistiques pour essayer de bien comprendre. Le premier principe, c'est le tout. En anglais, the whole. Avec nos approches mécanistiques et réductionnistes, nous travaillons sans arrêt sur des fragments. Quand on s'engage dans une approche avec les principes des systèmes vivants, il faut apprendre à travailler avec le tout. Ça, en soi-même, c'est déjà très difficile parce que on dit toujours analyser le problème, le réduire à des choses plus simples pour qu'on puisse travailler sur des choses simples. Mais en fait, quand on fait ça, on oublie que le tout est bien plus que ces fragments. Et donc, il faut comprendre le tout. Carole souvent utilise l'idée d'une grenouille. Si vous tuez la grenouille et puis essayez de la disséquer, vous ne comprenez pas ce qu'est une grenouille. Pour comprendre ce qu'est une grenouille, il faut la comprendre dans son écosystème, dans son environnement. Il faut la voir dynamiquement, il faut la voir sauter. Donc, comprendre le tout, c'est une approche dynamique. Il faut commencer à comprendre la dynamique des systèmes vivants et la dynamique, bien entendu, s'exécute dans leur contexte. Il y a une grenouille, ça n'existe pas une grenouille en dehors de son contexte. Et chaque grenouille est différente dans chaque contexte. Et donc, comprendre l'essence unique, qu'est-ce qui fait que ce système vivant est unique? Et donc, pour ceux qui travaillent dans l'architecture, quel est le lieu, quelle est la communauté, qu'est-ce qui est unique dans cette communauté? Pour ceux qui travaillent dans les organisations, qu'est-ce qui est unique dans cette organisation? Cette organisation a été créée au départ avec une impulsion, un désir qui était unique, qui est souvent lié à l'essence unique de ses fondateurs. Il faut retourner à cette origine, à comprendre quelle est l'essence unique du système, au lieu d'appliquer, encore une fois, des solutions sur des systèmes génériques, tous les mêmes, ou alors des catégories. On groupe les systèmes en catégories et on applique les solutions sur les catégories. J'ai déjà parlé du potentiel puisque c'est une approche de développement du potentiel à l'opposé des problèmes. Je veux vous rappeler que le potentiel, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment palpable. C'est-à-dire que le potentiel, c'est une différence, comme le potentiel d'énergie. C'est une différence entre ce que le système peut achever, réaliser maintenant, et ce qu'il pourrait réaliser s'il était capable de suivre sa destinée, suivre son évolution. Donc, apprendre à lire cette différence est très, très importante. J'ai déjà parlé des systèmes imbriqués. Dans un sens, il est important de voir les systèmes imbriqués pour comprendre le tout, puisque le tout est dynamique. Pour reprendre la petite histoire de ma grenouille, la grenouille, elle vit dans un écosystème qui est même imbriqué dans un système plus large. Comprendre la grenouille, son fonctionnement, c'est comprendre comment elle réagit dans son écosystème et comment elle est influencée si on la change d'un écosystème à l'autre. Et ça, bien sûr, en opposé de travailler sur des choses isolées ou en silo.
Quand vous pensez à une organisation et que vous pensez au département, aux fonctions, vous pensez en silo. L'organisation a un but de créer de la valeur pour les consommateurs ou les usagers à partir d'un procédé de valeur ajoutante. Penser en silo, on ne peut pas penser à ce procédé pour créer la valeur. Parce que les silos ont des buts qui sont spécifiques aux silos, puis spécifiques au département ou aux fonctions. On n'a pas cette vue d'ensemble. Développement des capacités, je ne vais pas m'accentuer puisque j'en parle beaucoup, mais bien sûr, l'opposé, c'est le non évolutif. C'est cette pensée que dire les gens, à chaque fois que vous entendez dire, et combien de fois on l'entend dans les organisations, cette personne-là ne peut pas évoluer, cette personne-là ne peut pas changer, elles sont bloquées, il n'y a rien à faire. Le sixième, c'est que dans les systèmes vivants, il y a des points énergétiques, c'est-à-dire des points où des énergies se recoupent. Et si vous travaillez sur ce point-là, c'est comme un point d'acupuncture, si vous travaillez sur ce point-là, le travail aura des effets de répercussion sur l'ensemble du système. Et donc, il est très important d'arriver à trouver quel est l'endroit dans une organisation où sont ces éléments d'énergie que si vous faites une intervention à ce point-là, il va y avoir des répercussions sur toute l'organisation. L'opposé, c'est vraiment les énergies dissipées, c'est-à-dire on travaille un peu partout, on essaie de changer un peu partout sans vraiment se concentrer. Le point énergétique, c'est une démarche de concentration, de savoir où il faut travailler pour avoir le plus grand effet. Et puis le septième, c'est la réciprocité, puisque bien sûr, les systèmes vivants agissent de façon réciproque. Sinon, ils ne pourraient pas vivre dans mon corps si mes cellules commençaient à dire « mais on va travailler rien que pour nous et puis on va oublier le corps de Béatrice ». Bien entendu, ça ne fonctionne pas. Donc ce domaine de réciprocité est très important, à l'opposé du transactionnel ou du donnant-donnant. Donc, quand vous réfléchissez à ces principes et que vous les regardez encore une fois dans l'évolution, la flèche rouge montre qu'il y a une évolution de conscience dans ces paradigmes. Et quand vous vous mettez à un niveau plus haut, au niveau de faire évoluer les capacités ou de la méthode régénérative, en fait, tout ce que vous vouliez faire en dessous est inclus. C'est-à-dire que bien sûr, vous faites le bien, bien sûr, les problèmes sont résolus puisqu'ils disparaissent ou ils se transforment, ou en tout cas, vous avez une vue très différente. Et au niveau de retour de valeur, le tout prend de la valeur, puisqu'il y a réciprocité, c'est-à-dire que tout gagne. Ce n'est plus une win-lose, un gagner-perdant. C'est l'ensemble qui gagne. Donc, en fait, on inclut tous les désirs des paradigmes en dessous en travaillant avec une conscience plus évoluée. Le challenge, c'est que ce shift de paradigme est vraiment difficile parce qu'il nous demande à transformer la façon dont nous avons été éduqués. C'est une démarche aussi différente parce que les 3 premiers principes sont basés sur l'existence. Qu'est-ce que je veux dire par là? La matière. Les 3 premiers paradigmes travaillent sur la transformation de la matière. On change les choses d'ordre, on les réorganise différemment, on réorganise. Faire évoluer les capacités demande de travailler sur la notion de potentiel et même d'essence. L'essence, le potentiel, comme je l'ai expliqué tout à l'heure,
ce n'est pas palpable avec nos sens. Ça demande une compréhension globale du système dans sa dynamique et dans son contexte, avec une compréhension de ce que le système pourrait devenir. C'est ce pourrait devenir qui nous donne le potentiel. Et là, et c'est quelque chose que je m'aperçois vraiment dans mon travail, c'est que là, ça bloque. Ça demande un effort à développer cette nouvelle capacité de travailler sur le potentiel. Les 3 premiers paradigmes sont sous l'emprise de nos pensées ancestrales, nos croyances, nos habitudes. Et nous les avons hérités depuis des siècles. C'est pour ça que c'est si difficile de les laisser tomber. Ce nouveau paradigme, vraiment, est basé sur le développement de la conscience, de la compréhension du fonctionnement des systèmes, de leur évolution, de la souveraineté de chaque être vivant. Je termine et puis je vais ouvrir la conversation avec ces 2 phrases de collègues. La première, pouvons-nous vivre avec une forêt d'une manière qui permette à la forêt d'évoluer? Cette question est bien différente de celle qui demande d'exploiter la forêt de manière appropriée. Toutes nos approches de développement durable, d'écologie, si vous y réfléchissez, souvent demandent comment exploiter la forêt d'une matière appropriée, qui est plus bénéfique à la forêt. Mais c'est une question qui est bien différente de se demander qu'est-ce qui va permettre à la forêt d'évoluer. Et la deuxième citation de Regenesis, qui vraiment encore accentue, et c'est vraiment un message, c'est peut-être le message principal que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, c'est que la méthode régénérative, c'est une méthode qui développe le potentiel et les capacités de chaque système vivant et bien entendu de l'humain. Et par conséquent, cela commence par nous-mêmes. On ne peut pas s'engager dans une démarche régénérative de la façon dont je la pratique sans faire beaucoup de travail de développement personnel. Parce qu'on ne peut pas demander aux autres de se développer si on ne se développe pas soi-même. Donc, je vous remercie. Je vais enlever mes slides, mes diapos. Et je vous invite maintenant à discuter. Merci Béatrice, c'était très clair. Effectivement, je pense qu'on comprend mieux pourquoi tu nous avais fait faire l'exercice entre les 3 modes de comportement réactif, égocentrique et conscient. Effectivement, ce que tu nous proposes demande un niveau de conscience pour voir comment tout est relié, comment tout s'imbrique et être acteur de ces connexions plutôt que d'être en réaction ou être égocentrique avec des réactions qui ne seraient pas positives pour l'ensemble des parties prenantes. Donc, je pense qu'on comprend mieux la nécessité de ce niveau de conscience. Je trouve qu'il y a un lien à faire entre l'écologie et l'écosophie, qui est justement, pour moi, une nuance intéressante et même importante, qui est justement dans le fait que on a conscience de tous ces liens et on est acteur de la grande reliance. L'autre élément que je trouve vraiment intéressant, et je propose à tout le monde de se poser et de poser des questions, et d'ailleurs j'en ai une pour toi Béatrice, c'est les 7 principes des systèmes vivants. Donc on les voit passer, on les voit dans des documents comme étant parfois des boussoles, mais moi personnellement, je n'avais pas compris la portée de chacun des principes. Et il y en a certains que j'ai du mal à... il faut que je me torde un peu pour les respecter, parce que j'ai tendance il y en a un en particulier que j'ai toujours tendance à vouloir violenter.
Donc, voilà. Et on pourra ensuite s'arrêter sur la notion de faire évoluer les capacités. Je crois que Béatrice, c'est une notion très importante pour toi et très importante pour les systèmes régénératifs d'ailleurs, et pour les individus dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle. Je pense que c'est une notion sur laquelle on peut s'arrêter. Donc, une question pour toi justement sur les 7 niveaux du vivant. Alors, est-ce que les paradigmes, ah oui, non, là c'est les paradigmes. Commençons par les paradigmes. Est-ce que les paradigmes peuvent coexister? Et l'autre question tourne autour de, on va dire qu'on n'était pas tout à fait d'accord dans le chat, tu peux regarder, sur le premier principe qui était le tout, entre principe d'individuation, se sentir faire partie du tout, et l'essence unique des êtres est-elle innée? Voilà, je te laisse peut-être regarder dans le chat. Là, je t'ai un peu donné toutes les questions qui sont dans le chat. D'abord, je vais adresser quelque chose que tu as dit à un moment donné au niveau justement des principes en disant, bon, c'est pas évident. Et puis, il y en a un où je bute. Et dans un sens, te poser une question, c'est... je ne sais pas comment la poser. Quelle est l'intention, quelle est ton intention quand tu t'engages dans la compréhension des principes? Tu me poses la question à moi? C'est une question un peu Ouverte. rhétorique qui est à toi, oui, et à tout le monde, parce Ah. que je pense que tout le monde en est là. Et j'ai un peu du mal à formuler en français ma question. Mais dis-le en anglais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en anglais. Mais peut-être, quelle est l'intention quand tu essaies de comprendre quelque chose, quelle est ton intention? En tout cas, moi, quand j'essaye de comprendre quelque chose, j'ai envie de la partager avec le plus grand nombre comme étant une bonne pratique qui, en général, permet de mieux vivre. Et donc, celle sur laquelle je bute, c'est justement l'unicité, parce que j'aime bien faire des généralités. Et donc, voilà, celle-là, elle m'embête. Et j'ai vu Carol Sanford aussi dire qu'il n'y avait pas de business régénératif sur LinkedIn. Et elle est, donc elle s'excuse d'avoir écrit Regenerative Business parce que Regenerative is no business. Donc, on peut revenir aussi sur ça. Il n'y a pas, bien sûr, c'est très important, ça ne veut rien dire une organisation régénérative. Régénération est un processus qui évolue à l'infini. Il n'y a pas un moment donné où on peut dire « je suis régénératif », mon organisation est régénérative. En plus de ça, quand tu considères les systèmes imbriqués, le but d'une organisation qui veut pratiquer une approche régénérative, ce serait plus la façon de le dire, hein, de ne pas dire on est régénératif, mais je pratique une approche régénérative, c'est de développer les capacités des systèmes que l'organisation serve. Et ça aussi, c'est à l'infini. Parce que forcément, ces systèmes-là changent. Les consommateurs changent, la société change, tout change, la nature change. Donc c'est un procédé. Donc déjà ça. Mais de retour à cette question, la question de la compréhension. Nous avons tous été habitués. C'est le domaine de l'éducation. C'est qu'il y a quelque chose à apprendre. On coche les cases. OK, je comprends le tout. OK, les systèmes imbriqués, je comprends. OK, le potentiel, je comprends. Et maintenant, je peux répéter à tout le monde et puis aller l'appliquer moi-même.
Si je creuse un peu, et j'invite tout le monde à participer à la conversation, je crois qu'il y a quelque chose dans le vivant qui est que pour se régénérer, il a besoin de la capacité de vie. Et ça, ce n'est pas de l'ordre du mécanique, de l'ingénierie, c'est plutôt de l'ordre de la biologie. Et je trouve intéressant cette notion donc de capacité que tu as abordée en fin de présentation. Et si le vivant est merveilleux, je pense qu'il faut aussi se dire qu'il est fragile et que si on peut l'aider à non pas on le protège, non pas on le préserve, non pas on le conserve, mais si on peut l'aider à travailler sur ses ressources, à se déployer, je pense que c'est quelque chose d'assez beau et de nécessaire à faire vu l'état du monde. Alors, j'ai Cécile qui veut parler. Oui, je voudrais juste... alors, c'est super intéressant, mais c'est très, très riche en fait. Mais il y a 2 points sur lesquels je voulais intervenir. En fait, ce n'est pas forcément une question, on parle depuis le début de cette présentation de la régénération et du système vivant, etc. Moi, je trouve intéressant quand même de préciser qu'en 2022, on a cette conversation, alors que peut-être au début du siècle dernier ou même dans le siècle d'avant, les humains sur Terre, de manière très naturelle, en fait, s'inscrivaient dans ce système régénératif. Et je vais prendre juste un tout petit exemple que je vais relier à ta présentation, en fait, c'est la forêt. Il se trouve que mon ex-mari est un forestier. Et donc, je connais assez bien ce sujet. Et en fait, il y a une pratique qui consiste dans la forêt à prélever certains arbres, notamment dans les chêneraies. Donc, tout ce qui concerne les chênes, mais ça se fait aussi bien sûr, dans d'autres environnements, qui consiste en fait à prélever certains arbres qui sont pas tout à fait morts, mais qui sont qui sont assez âgés et qui empêchent la régénération de la forêt, parce que en fait la plantation des petits chênes se fait de manière totalement naturelle par les glands qui tombent par terre, et il y a un moment où il faut prélever des anciens pour pouvoir que les jeunes se développent. Donc quelque part, l'humain a déjà des pratiques naturelles et une compréhension de la manière dont le système se régénère. Après, je dirais qu'il existe la même chose dans d'autres systèmes qui ne nécessitent pas l'intervention de l'homme. Si on parle de permaculture, puisqu'on parlait avec Jérémy, mais j'assiste aussi à tout ce qui est perma entreprise, perma, enfin voilà, il y a beaucoup de choses autour de la perma en ce moment. Et voilà, donc ça, je trouve ça intéressant déjà peut-être de se relier à notre histoire, parce que dans notre histoire, c'est super intéressant là, ce qui est fait, parce que ça permet de remonter dans les consciences, parce que c'est vrai qu'on est dans un univers transgénérationnel assez élargi, où il y a une partie de nos générations qui ont perdu ce lien, en fait. Mais voilà, ça existe dans la nature. Et je ne vais pas monopoliser la parole, mais la deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport c'est moi qui ai un peu lancé le process, l'idée du process d'individuation. Et en fait, je trouve quand même que dans la présentation, il y a une certaine perspective de ce process-là. Alors, tu as parlé de Jung tout à l'heure, et voilà, il se trouve que dans ce process, enfin, dans le process d'individuation, parce que je suis en train d'étudier un peu la question en ce moment, justement, il y a cette idée finalement de ce que dit Jung, hein, en parlant de cette conscience et inconscience collective, dans laquelle il y a de la donnée, de la data qui se promène et qui finalement vient nous influencer dans notre manière de fonctionner, qui vient nous donner de la donnée aussi à nous, dans la conscience, quelque part. Ce process d'individuation, donc Jung dit que l'homme est un tout, en fait, hein, donc l'individu est un tout, et que son travail, pour pouvoir être en harmonie avec lui-même et avec son environnement, c'est justement de partir à la conquête, de faire un voyage vers lui-même et de partir à la conquête, quelque part, de la réalisation de soi. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a un parallèle avec ça dans ce que tu as présenté. Et voilà, donc c'est juste ce que je voulais dire par rapport à ça. Et je trouve que justement, alors, est-ce qu'il y a une influence de ces écoles-là, de la psychologie des profondeurs, psychologie positive? J'ai vu la pyramide de Maslow, donc voilà, bon. Euh, sur quoi c'est basé un peu tout ça, en fait, tout ce que tu proposes? Ouf, ça, c'est une question un peu difficile.
c'est d'abord, je veux vraiment accentuer ce que tu viens de dire au niveau du fait que, bien entendu, la régénération, ça a existé de tout temps. On ne serait pas là si ça n'existait pas. Le problème, c'est qu'on l'a perdu. Et donc, il faut apprendre à le retrouver. Et que la nature, ce qu'elle fait naturellement, nous, on l'a vraiment perdu. Et en tant qu'humain, comme je l'ai dit, pour moi, mon travail, c'est un travail de développement de conscience. Dans un sens, j'utilise le fait de travailler dans des organisations et dans des principes, de travailler dans des problèmes, des situations humaines pour développer le niveau de conscience. Donc, je crois que je peux me permettre, avec cette audience-là, dans un sens, c'est une démarche spirituelle. Oui, complètement. Et donc, au niveau du linéage, il y a un très long linéage de personnes qui ont influencé la méthode que je pratique. Et notamment au niveau des outils, pas ceux que j'ai présentés aujourd'hui, mais au niveau des outils, c'est basé sur la systématique de John Bennett, qui était en Angleterre. Et beaucoup d'idées sont aussi basées sur Gurdjieff, qui était un... je ne sais pas comment l'appeler Gurdjieff, mais qui était un guide spirituel dans un sens de développement. Donc il y a beaucoup de notions basées là-dessus. Aussi dans la permaculture, surtout mes collègues de Regenesis, quand ils ont démarré, ils étaient beaucoup travaillés déjà dans la permaculture, mais ceux qui se sont aperçus dans la permaculture, pour eux, il y avait quelque chose qui manquait dans la permaculture, et c'était cette notion de développement de capacité. Et donc ils ont fait une démarche dans un sens, qui se sont un peu séparés de la permaculture, parce qu'en fait, ils se sont aperçus qu'ils travaillaient beaucoup sur des projets de permaculture et qu'une fois qu'ils étaient partis, tout redevenait au cours du temps. C'est le phénomène d'entropie. C'est-à-dire qu'au cours du temps, lorsqu'on agit, qu'on crée quelque chose de positif à un endroit, quand on part, si on n'a pas développé les capacités du système à continuer sa propre évolution, l'entreprise prend le dessus et tout se dégénère. Donc, c'est les deux notions que je voulais mentionner. C'était très clair. Il y a Rita qui va te poser une question. Ah, elle ne peut pas poser la question parce qu'elle a des... voilà. Donc, alors, est-ce qu'on peut revenir sur le principe de l'essence unique? Donc, l'essence unique dont tu parlais tout à l'heure, et est-ce qu'elle est innée? Elle fait un pont entre essence unique et point énergétique, et donc, donc elle demande en fait quelle est la différence entre l'essence unique et le point énergétique. Donc, très différent. Oui, dans ma définition, l'essence est innée. Elle est propre à chaque individu. Donc, au niveau de l'humain, elle est présente à la naissance. Le problème, si vous voulez, avec l'essence, c'est qu'au cours de notre éducation et de notre développement, nous construisons une personnalité qui vient comme un voile se mettre autour de l'essence. Et donc, le développer, l'origine du mot développer, c'est deveeling, enlever le voile. Et donc, le développement, c'est en fait, c'est beaucoup moins de rajouter que d'enlever les voiles qui nous empêchent de réaliser notre essence, d'exprimer notre essence. Au niveau donc ça c'est pour l'humain, mais je considère aussi
encore une fois, système vivant, c'est beaucoup plus large. Donc, je considère, j'ai mentionné une organisation qui a une essence, qui est souvent l'essence de ses fondateurs. Donc, parce qu'ils ont, eux aussi, en tant qu'humains, ils ont une essence et ils ont créé quelque chose en exprimant cette essence. En général, c'est encore une impulsion créative. Souvent, les impulsions créatives sont sous l'influence de l'essence. Quand l'ego se met pas au travers. Et au niveau du système naturel, de la nature, des animaux, des plantes, il y a au moins une essence de l'espèce. En ce moment, je fais des études sur Goethe et la science de Goethe, parce que l'archétype, la façon de Goethe comprenez qu'est-ce qui fait qu'une plante est une plante et pas une autre. Il me semble qu'il y a quelque chose aussi de très important là. Donc, je suis en train de faire des recherches là-dessus. Elle te posait une question sur le point énergétique. Le point énergétique. C'est de comprendre la différence entre la matière et l'énergie. Est-ce que nous sommes matière ou est-ce que nous sommes énergie? Ou est-ce que ce que nous appelons matière n'est que de l'énergie condensée? Et donc, si nous sommes au moins aussi énergie, il y a donc des confluences d'énergie. Donc, au niveau de l'humain, les Chinois ont créé le domaine de l'acupuncture où ils se sont aperçus que nous avons des points dans notre corps qui sont des points énergétiques où les énergies se concentrent, se retrouvent, et que si l'on travaille sur ce point-là, on aura des effets positifs pour le corps. Mais c'est aussi vrai au niveau de la nature et des systèmes vivants. Au niveau de la nature, pour ceux qui travaillent dans l'écologie et les écosystèmes, l'endroit, je ne me souviens plus du terme en français, l'endroit où deux systèmes écologiques se rencontrent, comme un estuaire par exemple. Ce sont en général des endroits très très riches en vie, et ce sont des points énergétiques. C'est-à-dire que si on travaille à cette intersection-là, on aura un effet sur l'ensemble des systèmes. Donc, si vous voulez améliorer l'océan, travaillez sur l'estuaire. Vous travaillez sur les rivières. En même temps, vous travaillerez sur les rivières et sur l'océan. Donc, c'est là où des systèmes se recoupent souvent, se superposent, se rencontrent, qui fait qu'il y a une vie qui est très riche, un écosystème qui est très riche. Un autre exemple concret, peut-être que vous avez entendu parler de ce qui s'était passé il y a quelques années dans le parc Yellowstone aux États-Unis, où tous les loups avaient été tués. Et l'écosystème était en train de mourir, et les rivières principalement. Et donc, les écologistes, ceux qui s'occupaient du parc ont fait des recherches et se sont aperçus qu'en fait, il manquait ce qu'on appelle le cornerstone, une espèce principale qui manquait, c'était donc le loup. Et ils ont réintroduit le loup dans le parc, et en très peu de temps, en 5-6 ans, l'écosystème du parc s'est complètement rétabli de lui-même. Une intervention, juste remettre quelques loups.
Et quand on fait la chaîne, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce qui se passait avant, c'est que les animaux comme les cerfs, par exemple, étaient en surpopulation. Ils avaient donc détruit beaucoup d'arbres près des rivières. Donc, les arbres manquant, les bords des rivières se sont appauvris et toute l'écologie des rivières se sont appauvries. On réintroduit le loup, bien entendu, qui tue les cerfs, qui rétablit la balance, l'harmonie, et tout s'harmonise. Donc, en fait, là aussi, un peu comme disait Cécile, la nature, elle sait faire. Elle connaît comment retrouver son harmonie et sa balance. Le problème, c'est que, encore une fois, nous l'avons oublié. Alors justement, Béatrice, revenons sur la notion d'approche régénérative qui est assez développée aux États-Unis, qui se propage en France. Donc ta définition, ou ce que tu proposes en tout cas comme pour réflexion, c'est développer le potentiel et donc les capacités uniques du vivant pour que, à leur tour, chaque système contribue à l'évolution des systèmes qu'ils servent. Oui, merci. Est-ce que tu peux nous apporter un peu de clarté sur ça, parce que c'est vraiment au cœur de l'approche régénérative et on est en train en ce moment de, comme on dit en Angleterre, we're trying to nail it. Et je pense qu'on n'y arrivera jamais parce que justement, c'est une pensée. Mais justement, c'était un peu là pourquoi je te posais la question, c'est cette idée de nail it. On veut toujours arriver à figer les choses. Si tu me demandes, Béatrice, est-ce que tu as étudié les 7 systèmes vivants depuis, ça fait 10 ans que je travaille là-dessus, je dis non, je ne les comprends pas. La compréhension n'est jamais parfaite. Elle est continue, on approfondit toujours. Je fais des découvertes tout le temps, tous les jours. Heureusement. Heureusement. On continue d'évoluer, on est en train de coévoluer justement. Donc tout évolue. Ma conscience évolue, ma connaissance évolue, ma compréhension. C'est ça, c'est la différence entre avoir de la... tu vas m'aider pour le français. En anglais, c'est la différence entre knowledge and understanding. Et tu vois, en français, c'est le même mot. Mais pourtant, c'est deux choses très différentes. On accumule de l'information, mais on ne comprend pas. Et ce qui est important, c'est d'arriver à comprendre. Et la compréhension est infinie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de fin. Bon, revenons au système imbriqué, à ta question, parce que elle est très importante. Oui, puis donc je te laisse nous expliquer en quelques mots cette approche régénérative qui est effectivement différente de la permaculture, qui s'inspire quand même essentiellement du vivant. Et on est en ce moment dans une logique dégénérative où on essaie de limiter les impacts et dans un univers de prise de conscience où l'humain est néfaste et donc on doit limiter nos actions négatives. Il y a la permaculture qui arrive avec de nouvelles pratiques, avec un champ d'application énorme, et vient ce terme régénération et qu'est-ce qu'il nous apporte, voilà, en quelques mots, c'est quoi l'approche régénérative de ton point de vue aujourd'hui, là où tu en es de ta cheminement? C'est beaucoup de questions à la fois, là, puisqu'on a perdu la question du départ. C'est quoi l'approche régénérative en quelques mots? Quand tu dis développer les capacités de l'écosystème. Et je te disais hier, c'est exactement ça. La biocapacité. Ouais. La méthode régénérative, pour moi, c'est la capacité de développer les capacités d'autres systèmes. Et donc, c'est une méthode qui est basée sur le développement personnel, le développement de notre propre conscience, la compréhension d'outils systémiques et d'outils basés sur la compréhension des systèmes vivants, comme les principes, mais qui sont utilisés pas dans un but de créer des approches ou des méthodes,
mais d'aider d'autres systèmes, les personnes avec qui je travaille dans l'entreprise, par exemple, à développer leurs propres capacités pour qu'elles puissent réaliser leur propre situation. Donc, en fait, c'est très basé sur cette notion de système imbriqué. C'est que si tu soignes, c'est encore une fois l'exemple du corps, c'est que si tu soignes tes cellules, ça aura un effet sur tes organes et qui aura un effet sur la santé de ton corps. Et donc, c'est développer les capacités des personnes pour qu'ils puissent développer les capacités de leur team, qu'ils puissent développer les capacités de l'organisation, qu'ils puissent développer les capacités des consommateurs. Donc, quand je travaille avec une organisation, il est très important de comprendre quelle est l'audience qui sert l'organisation, que ce soit des usagers, des consommateurs, et pas de comprendre ce qu'ils veulent ou ce qu'ils disent qu'ils veulent, mais encore une fois, les comprendre au niveau de leur essence et de leur potentiel. Une personne utilise un produit ou un service, mais disons un produit, parce qu'elle essaie d'utiliser ce produit pour créer quelque chose dans sa vie. Et donc, elle cherche à développer une capacité, elle utilise le produit pour augmenter sa capacité de créer quelque chose dans sa vie. Si on comprend cette démarche-là, eh bien, on ne travaille pas sur le développement du produit, on travaille sur le développement des capacités, de développer les capacités de cette personne au travers d'un produit, mais le travail, c'est sur les capacités. Tu es en mute. Je disais juste que j'arrête l'enregistrement, comme ça on peut discuter un peu entre nous avant d'aller dîner.